Nous sommes avec Riyad Sidaoui, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale. Bonjour Riyad Sidaoui, merci d'être avec nous sur RT France. La présence américaine en Irak et en Syrie est-elle essentielle, comme semble le dire ce rapport? Ça dépend. En Irak, si le gouvernement irakien a invité les troupes américaines, donc c'est légal, puisque c'est un État souverain. En l'occurrence, le cas syrien, non, puisque le gouvernement syrien n'a pas invité les forces américaines, uniquement à demander l'aide à la Russie militairement. Là, je parle du droit international. Mais au plan sociologique, ça veut dire la sociologie du système politique américain. Un petit rappel quand même en sciences politiques, le système américain est un système présidentiel. Ce n'est pas un système parlementaire comme la Grande-Bretagne ou l'Italie, et non pas même comme la France où l'exécutif a deux têtes, le chef du gouvernement et les chefs d'État. Aux États-Unis d'Amérique, le chef d'État, c'est lui-même le chef du gouvernement. Donc le président Trump a des compétences énormes. Il pourrait nommer les chefs d'état-major de l'armée, les chefs des CIA, ainsi de suite. Il a des compétences énormes parce qu'il est élu directement et il n'a pas un chef de gouvernement. Uniquement les 2/3 du Congrès, ça veut dire le Sénat et le Parlement, qui peuvent bloquer des décrets du président américain. Donc là, on voit un conflit entre l'institution de la Pentagone et le chef d'État qui est le président Trump. Alors, il resterait encore 2000 combattants de l'organisation État islamique sur place. Est-ce que ça reste véritablement une menace pour la région? En Syrie, presque les islamistes de Daesh, les terroristes de Daesh sont à Idlib. Donc c'est pour cela que j'ai demandé toujours d'aider l'État syrien afin de libérer Idlib des terroristes de Daesh. En Irak, c'est vrai, il y a une nébuleuse, parce que quand on a vu la libération de Mossoul, on n'a pas vu des milliers de terroristes de Daesh enchaînés dans une colonne, prisonniers, en train de les interroger. On demande toujours la question, où sont-ils disparus, ces terroristes de Daesh? Est-ce qu'ils ont rasé leur barbe, ils ont mis des costumes et des cravates et ils sont volatilisés dans la population civile? Oui, rappelons-le quand même, Daesh, ce n'est pas une structure. C'est pas une structure professionnelle, ce sont des cellules terroristes qu'on les trouve partout dans le monde entier. Non pas un organigramme clair, mais ils ont un poids très fort en Libye, en Irak, en Syrie. Pourquoi? Dès qu'il y a une anarchie, dès que l'État devient faible, ses services secrets deviennent faibles, ou l'armée aussi, en l'occurrence le cas libyen, alors le terrorisme prospère au nom d'Al-Qaïda, au nom de Nusra, au nom de Daesh, et peut-être demain on va avoir d'autres noms des terroristes. Alors, il y a la question de ces prisonniers djihadistes qui seraient bientôt libérés par les Kurdes. La France a accepté de les voir revenir, en tout cas sur le territoire français. D'autres pays le refusent. Les États-Unis ont exhorté aujourd'hui ces pays à accepter le retour de ces djihadistes. Qu'en pensez-vous? C'est un grand problème pour tout le monde. Pour la Tunisie, qui a environ 3 000 à 6 000 terroristes de Daesh, aussi en Irak, pour la France, pour tous ces pays qui ont encouragé au début de la crise syrienne ces djihadistes, des combattants de la liberté, afin d'éliminer ce régime laïque de Bachar al-Assad. Donc, les premières années 2011, 2012, 2013, ces États, je parle même de la Tunisie ou d'autres, ils étaient contents avec d'aider les mouvements islamistes, les frères musulmans et les islamistes de Daesh et d'autres, d'Al-Qaïda, afin d'éliminer ce régime, ce que j'appelle le terrorisme fonctionnaliste, ça veut dire le fonctionnalisme du terrorisme. Le terrorisme est utile contre le régime diabolisé de Bachar al-Assad. Aujourd'hui, évidemment, tout le monde va souffrir avec des degrés différents parce qu'on pose la grande question, qu'est-ce qu'on va faire avec nos terroristes qui ont des passeports, des nationalités françaises, tunisiennes, italiennes, peu importe, et en même temps, ils n'ont plus de place en Syrie ou en Irak. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Évidemment, il y a plusieurs approches. L'approche des services secrets, l'approche juridique aussi, la justice, et l'approche sociale et psychologique, ainsi de suite. Les États-Unis qui veulent se retirer d'Irak et de Syrie, mais qui veulent néanmoins maintenir une base en Irak pour mieux surveiller l'Iran, qu'en pensez-vous? C'est ce qu'a dit le président américain Trump. Trump, il a diabolisé l'Iran
depuis sa campagne électorale. Il a rompu l'accord entre les 5+1 plus l'Iran. Donc, il n'y a que maintenant on parle de 4 plus 1. L'Allemagne, c'est le 1, puisque l'Allemagne n'est pas membre du Conseil de sécurité, ça veut dire qu'elle n'a pas le droit de veto. Donc, Trump n'a jamais caché son hostilité vis-à-vis de l'Iran. Mais toujours, c'est le chef d'État irakien qui lui a répondu « Non, monsieur, vous êtes ici en Irak juste et uniquement juste afin de lutter contre le terrorisme de Daesh. Parce que nous considérons le gouvernement iranien comme un gouvernement ami et aussi le gouvernement américain comme un gouvernement ami. » Je parle ici au nom, je reprends ici ce que le chef d'État irakien a dit, son chef de gouvernement. Donc là aussi, c'est un problème de souveraineté irakienne. Est-ce que le gouvernement irakien va accepter ça ou non? Oralement et au plan médiatique, ils ont dit non. On va voir s'ils ont une possibilité de concrétiser ça. Mais certains experts disent qu'en fait, les troupes américaines, ce n'est pas pour surveiller l'Iran, mais surveiller surtout la frontière entre l'Irak et la Syrie, afin que les aides iraniennes ne peuvent pas passer par cette frontière. Donc l'objectif, c'est isoler la Syrie de l'Irak et de l'Iran. Merci Riyad Sidaoui d'avoir répondu à nos questions sur RT France.